Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. En ce 19 juin 2019, bienvenue dans la deuxième partie de cette émission. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous êtes sur Twitter, hashtag EspaceGG, avec plaisir. Évidemment, nous allons relayer vos messages dans notre émission Les Grandes Gueules. À la une, le débat politique focalisé donc par un éventuel projet de changement constitutionnel en Guinée, en plus de l'immobilisme général dans lequel baigne le gouvernement et l'administration publique, tous déployés donc pour vendre la cause du projet. La classe politique semble également toute mobilisée, voire hypnotisée par ce débat. Sur le terrain, justement, on note des tensions ici et là, des tensions dues en grande partie donc à la volonté du pouvoir en place d'étouffer, vaille que vaille, toutes les voies de contestation dans le pays, la dispersion à coups de gaz lacrymogène, donc du lancement d'un mouvement contre le dit projet à Conakry et les violences soldées de morts d'hommes enregistrées à Conakry dénotent de ce climat lourd. Et que pense-t-il de ce débat? Quels en sont donc les enjeux? Comment entrevoit-il l'avenir politique de la Guinée dans le court terme? Monsieur Baba Diko, le président donc de l'UFD, Union des forces démocratiques, il sera avec nous dans cette émission Les Grandes Gueules. Et quelques réactions des auditeurs avant de continuer évidemment notre émission. Quelques réactions sur le 657 39 13 13. Le temps peut-être pour nous de partir sur Twitter, parce que là aussi de ce côté il y a beaucoup de réactions. On va y aller avec ce premier qui nous écrit sur évidemment le 657 39 13 13. Le temps que ça s'ouvre de l'autre côté, parce que je fais plusieurs choses à la fois. C'est assez complexe. On y va avec le message, des SMS plutôt des auditeurs sur le 657 39 13 13. Allez, avec ce message qui nous parvient, l'enfant l'enfant de Kourou, il dit, voilà, c'est qui exactement? Bonjour les Grandes Gueules, c'est Gabi Intime, l'enfant de Kourou. Lamine, après la mort du chinois du PM, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, s'ajoute aussi le ministre Talibi d'accuser nos grands-mères qui sont au village. 10 ans d'échec totalement de la gouvernance d'Alpha Condé. La solution, c'est M. Baouri. Eh ben, comme quoi, hein? Sacré Guinéen. Allez, on reste dans le sillage avec ce autre message qui nous parvient. Tamba, à quoi tu joues? L'UFR te dérange-t-il à ce point? Tu peux pas t'empêcher de l'attaquer. Donc c'est même pas signé. Donc c'est forcément un militant de l'UFR qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage. Et du côté de l'UFR, on me considère comme une taupe. Ça, il faut le dire. Pour une fois, j'ai l'occasion de le dire. Allez, on continue l'émission, mon cher Titi. Oui, cette fois-ci, en parlant de l'éducation, forcément, l'éducation. Vous savez que le calendrier officiel pour les examens a été dévoilé hier. Les examens nationaux session 2019 démarrent le 4 juillet, donc pour s'achever par le baccalauréat autour du 19, si je m'abuse. Donc, oui. Ça veut dire que tout est en train d'être fait pour aller à ces examens. Il y a une question, parce que j'ai pu discuter avec un certain nombre d'acteurs, c'est la question relative au budget des examens. Oui. Quel est aujourd'hui ce budget et est-ce qu'il a été mis à disposition? C'est une question extrêmement importante. Jusqu'à il y a quelques jours, selon mes informations, le budget n'était pas disponible. Oui. Il n'a pas été mis à la disposition du département pour aller concrètement à l'organisation de ces examens. C'est ce qui laisse planer quand même quelques doutes sur quelques hypothèques, on va dire comme ça, sur ces examens. Parce que si le budget n'est pas mobilisé à temps, il n'est pas mis à disposition du département à temps, je pense que ça peut occasionner quelques retards dans l'organisation. Il y a eu des ateliers préparatoires, certes, mais les examens, c'est du matériel. C'est du matériel, c'est de la paperasserie. C'est aussi les primes, les primes qu'il faut donc déjà mobiliser. Je crois que c'est assez de choses à la fois. Mm-hmm. Deuxième chose par rapport à ces examens, c'est l'hypothèque
du SLEG, en fait, d'une grève, d'une éventuelle grève. Okay. Et c'est là où donc, on doit faire très très attention avec ces examens qui arrivent. Il est important de se rappeler les menaces qui ont été brandies. Certains peuvent ne pas vouloir les prendre au sérieux, mais c'est toujours est-il qu'il faut les relayer. Récemment, le SLEG, à travers Aboubacar Souma, qui donc du côté de la Suisse, donc au bord du lac Léman, Aboubacar Souma avait menacé à nouveau par rapport au respect et à l'application de l'accord du 10 janvier. Oui. Il expliquait que cet accord donc, était en souffrance en plusieurs points et que si les revendications qui sont celles du corps enseignant, donc en tout cas le corps enseignant affilié au SLEG, n'étaient pas satisfaites jusqu'au 30 juin et que donc son syndicat allait déclencher une grève. Voyez un peu, comment on appelle ça, le rapprochement entre cette menace donc, qui va peut-être échoir le 30 juin et le début des examens. Il y a un risque, il faut en tenir compte, il y a un risque que le SLEG, dans sa folie, entre guillemets, parce que c'est un syndicat, c'est comme une sorte de monstre qui se réveille brutalement comme ça, qui essaie donc d'étrangler notre système éducatif. Il y a ce risque dont il faut tenir compte. Si jamais Aboubacar Souma revenait et qu'il vienne à vouloir mettre en exécution cette menace, moi j'ai dit ici qu'on a quand même signé un accord. On sait dans quelles conditions cet accord a été arraché. Au forceps. Ouais. Il a fallu l'implication de beaucoup d'acteurs. Et c'est au dernier moment. J'ai pu comprendre après qu'il y a un acteur dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui a beaucoup agi et qui est quand même un des principaux artisans de cet accord. Un accord qui a été arraché nuitamment. Et si ce n'était pas venu à l'époque, on sait ce à quoi on pouvait s'attendre. Ouais. Cet accord obtenu, il fallait quand même, on a eu 5 mois pour pouvoir le mettre en application. Mais en Guinée, on sait comment ça se passe. Ouais. On signe des accords, mais après, on oublie tout. Ouais. Après, on s'en fout de sa mise en œuvre, de son application. Donc, l'inquiétude qu'il faut exprimer, c'est par rapport au SLEG. Si jamais le SLEG venait donc à vouloir aller dans une nouvelle épreuve de force avec le gouvernement, parce que si ces revendications, les engagements qui ont été pris, consignés dans un accord, n'ont pas été respectés, il va sans dire qu'il faut s'attendre à une telle éventualité. Donc si cela venait à survenir, c'est une menace sérieuse pour l'organisation des examens. Donc il y a ces deux paramètres, la mise à disposition du budget, mais aussi donc l'hypothèque d'une éventuelle grève avec le SLEG. Voilà, allez-y, d'abord, je commence par le budget. Le budget, on sait bien entendu que le ministère de l'Éducation a son budget depuis décembre, donc en début d'année. Moi, je ne sais pas pourquoi chaque année, parce que je ne parle pas pour cette année seulement, chaque année, qu'on en vienne à l'approche des examens pour discuter du budget de ces évaluations de fin d'année. Puisqu'on sait au moins, à partir du premier trimestre, les effectifs que nous avons dans les classes, les effectifs que nous avons au niveau des classes d'examen. Et le budget, il est voté en décembre. Le ministère doit pouvoir prévoir dans son budget annuel le côté examen, qu'on ne soit pas à la veille des examens pour discuter de cela. Ça, c'est la première chose. C'est un tableau. C'est la première chose que je voudrais dire. C'est quelque chose qui est sur le papier. Oui. Mais après, il faut mettre les montants à disposition. Les grandes gueules. Oui, je sais, c'est de l'argent, vous voulez maintenant parler pour le décaissement. Le liquide. Mais encore une fois, même parfois des prévisions, c'est au niveau des ateliers préparatoires qu'on va pour réfléchir à ces questions. C'est comme ça a toujours fonctionné. Ouais. Comment mettre en œuvre ceci, on va avoir combien de surveillants, on va avoir combien de salles de classe, combien de candidats en tout. Bon, c'est vrai que ce sont des questions qui sont connues à l'avance, mais qui ne sont pas calées. Donc, on vient pour demander de l'argent à la veille des examens. Je pense que cette pratique, on doit l'arrêter. Ouais. Maintenant, par rapport à la menace de grève, moi, je sais que nous avons assisté à un jeu de dupes, au fait. On a essayé de tromper le SLEG, on a essayé de tromper même les contractuels qui se sont sacrifiés, qui se sont doublement créés des problèmes, parce qu'ils se sont créés des problèmes avec leur premier employeur, qui était donc ces patrons du privé, qu'ils ont dû abandonner pour rejoindre le public dans l'espoir d'intégrer la fonction publique. Ils ont eu aussi des problèmes avec les enseignants du public qui les ont vus à un moment donné comme des adversaires, parce qu'ils étaient venus pour les remplacer. Aujourd'hui, ces jeunes-là sont abandonnés, ils sont en train de manifester, mais on ne leur répond pas.
Et le terme qui a été utilisé finalement par le ministère de l'Éducation, c'est que ce n'était même pas des contractuels, mais des suppléants. Donc, ils étaient venus pour une période bien déterminée et ils ont eu, je crois, chacun 1,2 million pour toute la période qu'ils ont enseignée. Aujourd'hui, donc, il y a un risque énorme, mais je pense que le SLEG ne viendra pas à mettre à exécution sa menace. Sinon, il y a un risque énorme parce qu'on ne pourra pas se rabattre. Alors, difficilement, on pourra se rabattre, n'est-ce pas, sur ces enseignants contractuels. Mais en même temps, Lamine, le besoin, il est réel. Le besoin des enseignants. On m'apprend qu'à l'Elouma, par exemple, on n'a pas eu cette année de candidats au bac. Les élèves ont été obligés de choisir des écoles d'autres préfectures pour aller étudier. Problème d'enseignants. Je crois à Bokeh aussi qu'il y a des établissements qui n'ont pas pu avoir de candidats parce qu'il y a un problème d'enseignants. Mais alors, vous avez ce besoin. Vous avez pu organiser des concours par le passé pour avoir un effectif. Mais vous avez en même temps promis à une catégorie d'enseignants qu'ils pourraient, n'est-ce pas, intégrer la fonction publique. Je ne sais pas si c'était un accord formel ou, disons, c'était juste pour les tromper. Mais il faut quand même dire que, vu cette réalité, il faut quand même trouver moyen que ces enseignants-là puissent, n'est-ce pas, trouver des places dans l'enseignement public pour pouvoir contribuer. Voilà. Bien. Allez-y, Mafoudia, des grandes questions. Hein? Oui, alors déjà sur le cas des contractuels, c'est mon avis, je pense qu'ils optaient pour la facilité. Je viens à ce que Jacques disait vers la fin, c'est-à-dire ils ont été cooptés un début pour remplacer les membres du SLEG qui n'étaient pas là. Et on connaît la procédure pour entrer à la fonction publique. Je pense qu'on ne peut pas exiger qu'on rentre à la fonction publique sans passer par ces procédures, juste parce qu'à un moment, vous êtes venu aider l'État. Je pense qu'il n'était pas complètement abandonné. Ce qu'il fallait faire, parce que comme le disait Jacques tout à l'heure, il y a justement moyen de pouvoir mettre ces gens parce que le besoin existe sur le terrain. Il y a des endroits, il y a des localités qui n'ont pas d'enseignants. Donc, il va juste falloir qu'ils suivent la démarche après qu'on les recrute en tant que fonction. Je pense que la grève des contractuels, je ne partage pas suffisamment parce que pour moi, il ne faut pas opter comme ça pour la facilité parce que supposons qu'au niveau du SLEG ou bien au niveau de l'enseignement, au niveau du supérieur ou de l'enseignement préuniversitaire, qu'il y ait suffisamment d'enseignants. Maintenant, vous, parce que vous avez aidé l'État, vous voulez qu'on vous rajoute. Comment on va vous rajouter s'il y a déjà un nombre suffisant et que la grève est finie? Je pense qu'il fallait d'autres procédés que d'exiger forcément qu'on vienne à la fonction publique. Et là, puisque le besoin se dessine, ça ne devrait pas poser de problème, on pourrait les réintégrer. Mais c'est grave là. C'est une première en tout cas. Quand je prends l'exemple de l'Elouma et de Bokeh, mon cher Jacques. Oui. C'est fou. Ce sont des situations rares. Oui. On apprend. Moi, je n'ai jamais entendu, hein, honnêtement parlant. Ça existe. Il y a des localités. Non. Des grandes gueules. Une préfecture. Ah oui, une préfecture. ça c'est une première. Mais sinon, il y a des localités où on voit qu'il n'y a même pas certaines options. Mais justement, c'est pourquoi j'ai vu pas mal de réactions que je partageais quand on est à mesure de mobiliser de l'argent pour telle ou telle chose et qu'on soit incapable de trouver le nécessaire juste pour amener des profs. Parce que des profs, ça existe. Mais encore une fois, c'est un problème d'organisation. Maintenant, pour parler de ces examens, il y a eu cet atelier préparatoire. On ne sait pas grand-chose. On espère que les solutions ont été trouvées pour éviter les résultats qu'on connaît. Pas les résultats du niveau de l'enseignement, parce que ça, c'est pas en quelques semaines, ça, c'est toute l'année. Mais déjà, les propositions pour limiter les fraudes, on a vu cette proposition qui a créé beaucoup de bruit par rapport à la coupure de l'Internet au moment des examens. Il y a évidemment bien d'autres solutions. Et quand on parle, par exemple, de budget, ça nous ramène à nous poser des questions sur les enseignants, parce que je me rappelle, il y a des années où des enseignants ont dû gréver parce qu'ils n'avaient pas leur prime de surveillance. Oui. Et quand on connaît déjà la précarité, il y a des enseignants, ils attendent d'être dans les salles de classe pour demander 5 000 à chaque étudiant, et c'est ce qu'ils gardent pour leur permettre de frauder. Mais justement, pour pouvoir exiger le meilleur d'un enseignant, il va falloir déjà le mettre dans des conditions. Et lorsque vous recrutez des gens pour leur dire de surveiller, arrangez-vous déjà pour qu'il y ait ces primes. Mais voilà, et ça même, on parle de la mise à disposition. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces budgets? Là aussi, il y a eu des problèmes parce que tantôt on entendait, oui, c'est 200 000 par exemple qui ont été votés pour qu'on nous donne, mais on nous donne 100 000. Qui prend les autres 100 000? Donc, tous ces problèmes-là qu'il va falloir voir. Il y a de la magouille parfois. Il y a de la magouille.
Souvent, on a vu ça dans certaines directions communales de l'éducation, où à la DCE, pour vous prendre, on vous proposait ce marché. C'est-à-dire que vous allez avoir officiellement 300 000, mais les 100 000 nous reviennent. Donc c'est un gros marché comme ça. Donc souvent, vous allez voir des enseignants qui n'ont pas qualité à surveiller un examen, mais qui vont se retrouver dans les salles de classe. Allez-y, Tamba. Alors, moi je veux commencer par le cas de l'Elouma. L'Elouma, quand même, c'est avec un gros pincement de cœur que ce ne soit que tardivement que cette information est révélée sur la place publique. Je pense que et le SLEG et les autres syndicats et les APAE, les associations des parents et amis de l'école, même la société civile que nous avons, ou même les politiques, comment ça se fait qu'on n'ait pas dénoncé ça plus tôt? Parce que c'est sur une année que c'est quand même étendu. D'ailleurs, avant le début de l'année, ça c'est une situation qu'on connaît. C'est-à-dire qu'au niveau de la DPE de l'Elouma, on sait qu'il n'y a pas d'enseignants. Il fallait quand même tirer la sonnette d'alarme pour éviter que toute une préfecture soit obligée de dispatcher comme ça ses fils, parce que simplement l'État n'a pas voulu lui affecter des enseignants. Vous savez, ça fait partie de l'injustice sociale. Toutes les autres préfectures ont des enseignants. C'est quand même à vérifier. C'est pas pour te couper, mais je sais par exemple qu'à l'époque, quand nous on affrontait le bac, on avait été amené à recevoir des amis venant de Mandiana. À Kankan, par exemple, pour les sciences sociales, il y avait deux établissements, Samouri et Mourfignan, mais compte tenu du niveau faible, du faible taux d'admission, à la fois dans les deux lycées, mais aussi dans certaines préfectures de la région de Kankan, on a été amené à regrouper tout le monde au lycée Mourfignan. Donc ça fait à Kankan. Ça fait que oui, à Kankan. Ça fait que à l'époque, je crois que 2 préfectures au moins ne pouvaient pas présenter des candidats au bac dans ces options. Donc parfois ça peut s'expliquer aussi par cela. Alors, je ne peux pas croire directement, automatiquement que c'est dû dans l'absolu à un problème d'enseignant. Moi je vais vous dire. Ça peut arriver. Moi je vais vous dire, peu importe le cas de figure, on parle du secondaire, du baccalauréat, option sociale, mathématiques, expérimentale. Il n'y a pas d'enseignants. Voici la réalité. Il n'y a pas d'enseignants. Mais pourquoi? Et on nous apprend, parce qu'il y a des acteurs de l'éducation qui se sont intéressés à la question, on nous apprend qu'à l'Elouma, on a été obligé de prendre ces élèves-là, les familles donc, on a été obligé de prendre leurs fils et de les envoyer ailleurs dans d'autres localités, même si c'est un seul élève. Même si c'est un seul élève. Il y a des enseignants qui sont payés, ils doivent y être. L'État doit pouvoir consentir cet effort. Donc, moi, je ne veux pas entendre le discours qui dit c'est parce qu'il y avait eu échec ou un tel niveau de défaut de réussite. Il faut que l'État pourvoie à ce besoin. Malheureusement, cette situation est revenue tardivement. En plus de demander la valorisation de leurs conditions de vie, je pense que aux côtés des APAE, aux côtés des associations, donc de la société civile et des partis politiques, voici un combat qui méritait d'être mené. Moi, je reviens rapidement au niveau du recrutement des enseignants. Comment il s'appelle non, je parle plutôt du recrutement même de ces enseignants surveillants. Jacques Léo Leno est venu sur un premier. Mais il faut cette année quand même plancher sur la question de la fraude. Maf l'a dit. Mais il y a des ressorts de la fraude au niveau des examens aujourd'hui. Ils sont allés nous dire, bon, il faut peut-être couper les réseaux sociaux. Les grandes gueules. En clair, ils ont pensé qu'en coupant les réseaux sociaux, qu'il y ait une conséquence, ou si vous voulez, un moyen de propagation de la fraude, on allait supprimer la fraude. Mais le départ de la fraude, c'est ailleurs. Ça commence où? Ce qu'on nous apprend d'acteurs, et ça j'évoque là une étude qui a été menée il y a 2 ans, par une ONG, Save My School, qui s'intéresse justement à l'éducation en Guinée. Ils ont quand même révélé que c'est un mécanisme qui part depuis le plus haut niveau, c'est-à-dire depuis le ministère. Et que lorsque ces budgets sont donnés, il y a les DCE qui prennent leur part, mais à l'intérieur de cette part qui est prélevée sur la prime qui revient aux surveillants, la même part-là, on la tranche encore pour le plus haut niveau, pour le département. On entretient ainsi la fraude et ça fait que quand vous allez, on vous dit, on va vous prendre, hein, si tu veux, voici le marché. On te prend, tu as 300 000, mais tu vas signer 300 000, mais c'est 200 000 que tu vas gagner. Tu es d'accord. Si tu n'es pas d'accord, c'est ton problème, tu t'en vas. Et ce n'est pas tout. Même au niveau
même au niveau de la correction des copies, c'est la même chose. Imaginez maintenant qu'un enseignant compétent, qui est dans toutes ses convictions, qui considère son métier comme inviolable, décide de ne pas céder à une telle offre. On va aller prendre ils vont pas le recruter. On va aller prendre un Saférien qui ne comprend pas nécessairement tous les rouages des sujets qui sont présentés. Et donc, imaginez les conséquences. Beaucoup d'élèves brillants vont se retrouver à perdre parce que simplement, l'enseignant lui-même n'a pas compris ce qui devait se faire. Et je vais terminer rapidement, Lamine, si tu permets, avec cet autre aspect. La question de la sécurité. Parce que la fraude part jusqu'au niveau des classes. Et quand il y a un enseignant intransigeant en classe, un surveillant, qui refuse de céder à la fraude, mais on lui casse la gueule. On l'attend après. Les élèves se saisissent de lui, on le bastonne. Sans blague. Bah oui, si, ça se fait. C'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Malheureusement, tu n'as pas étudié en Guinée. Ça, c'est arrivé. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.